Elle n'avait que 7 ans, mais portait dans ses yeux l'éclat d'un esprit que le monde ignorait. Par une nuit ordinaire, elle entra silencieusement dans un bâtiment vide et résolut un problème qu'aucun ingénieur n'avait réussi à résoudre. Sa sortie fut aussi silencieuse que son entrée, mais l'impact de son action résonna dans tout le pays. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Sous le ciel gris de Paris, Mathilde Lefebvre marchait pieds nus sur les pavés humides du 13e arrondissement. À 7 ans seulement, son regard trahissait déjà une maturité que les enfants de son âge ne connaissaient pas. Ses cheveux châtains, emmêlés par le vent automnal, encadraient un visage fin, aux yeux d'un bleu profond, semblables à 2 océans de mystère. Mathilde n'était pas comme les autres enfants qui jouaient dans les parcs ou se rendaient à l'école chaque matin. Elle était invisible aux yeux d'une société trop pressée pour remarquer une petite fille errant seule dans les rues. La Seine coulait paisiblement à quelques pas d'elle, indifférente aux drames humains qui se jouaient sur ses rives. Mathilde s'arrêta un instant pour contempler l'eau qui reflétait les nuages, formant des motifs qui, dans son esprit, se transformaient instantanément en séquences mathématiques. Car derrière l'apparence fragile de cet enfant se cachait un esprit exceptionnel, capable de comprendre l'univers à travers les nombres et les algorithmes. Voilà déjà 6 mois que Mathilde vivait dans les rues de Paris après avoir fui un système qui l'avait abandonnée. Orpheline depuis ses 3 ans, elle avait connu plusieurs familles d'accueil qui n'avaient jamais su reconnaître ni comprendre ce qui se passait dans sa tête. La dernière en date, les Moreau, l'avaient considérée comme étrange, asociale, presque inquiétante avec sa manie de griffonner des équations sur tous les supports qu'elle trouvait. Un jour, fatiguée d'être un problème pour ceux qui devaient s'occuper d'elle, Mathilde avait simplement décidé de partir, de prendre son destin en main, aussi absurde que cela puisse paraître pour une enfant de son âge. La rue était devenue son foyer et la ville entière son terrain de jeu et d'apprentissage. Elle avait rapidement développé des stratégies de survie. Elle savait quels restaurants jetaient leur nourriture encore consommable à quelle heure, quelle boulangerie distribuait leurs invendus, ou trouvait un abri relativement sûr pour la nuit. Les recoins de la gare d'Austerlitz lui offrirent parfois un toit lorsque les agents de sécurité ne faisaient pas leur ronde. Les marquises des grands magasins la protégeaient de la pluie. Et quand le froid devenait trop mordant, elle se faufilait dans les halls d'immeubles jusqu'à ce que quelqu'un la chasse. Mais ce qui rendait Mathilde vraiment particulière, c'était sa passion dévorante pour le savoir. Chaque matin, après avoir trouvé de quoi se nourrir, elle se dirigeait vers la bibliothèque François Mitterrand. Cette immense structure aux 4 tours en forme de livres ouverts était devenue son véritable foyer spirituel. Les bibliothécaires l'avaient d'abord regardée avec méfiance, cette petite fille solitaire qui venait s'installer dès l'ouverture. Mais sa discrétion et son respect absolu pour les livres avaient fini par lui gagner leur tolérance tacite. Là, assise pendant des heures devant les ordinateurs en libre accès, Mathilde dévorait les connaissances avec une voracité stupéfiante. Elle avait commencé par des livres de mathématiques pour enfants, mais très vite, elle s'était tournée vers des ouvrages universitaires. Les algorithmes, les équations différentielles, la topologie, la théorie des nombres, tout cela lui semblait aussi naturel que de respirer. Elle naviguait sur Internet pour suivre des cours en ligne, apprenant seule ce que des professeurs tentaient d'inculquer à leurs étudiants les plus brillants. Ce jour-là, alors que la nuit commençait à tomber sur Paris, une pluie fine se mit à tomber. Mathilde n'avait pas mangé depuis la veille, et son estomac se rappelait douloureusement à son bon souvenir. Elle quitta à regret la bibliothèque qui allait bientôt fermer ses portes et se dirigea vers le quartier de la bibliothèque où se dressaient les tours d'entreprises modernes. C'est là qu'elle l'aperçut, la porte entr'ouverte d'un immeuble de verre et d'acier portant le nom Neuratech. Un agent de sécurité discutait avec une femme à l'entrée, laissant momentanément l'accès libre. Avec l'agilité et la discrétion que lui avait enseigné la vie dans la rue, Mathilde se glissa à l'intérieur, invisible comme toujours. L'immeuble était presque désert à cette heure tardive. Seules quelques lumières brillaient encore aux étages supérieurs. L'odeur de nourriture guida la petite fille jusqu'au 2e étage. Une salle de réunion venait visiblement d'être abandonnée après une longue session de travail. Sur la table,
Des plateaux repas à moitié entamés, des bouteilles d'eau, des fruits. Le ventre de Mathilde grogna de plus belle. S'assurant que personne ne pouvait la voir, elle se glissa dans la pièce et commença à manger avec précaution, savourant chaque bouchée comme un trésor. Mais ce n'était pas la nourriture qui allait changer sa vie ce soir-là. C'était ce qui se trouvait sur l'immense tableau blanc occupant tout un mur de la salle. Des formules mathématiques complexes, des schémas, des diagrammes et des annotations s'étalaient devant ses yeux comme une symphonie visuelle. Mathilde oublia instantanément sa faim. Elle s'approcha du tableau, fascinée par ce qu'elle y voyait. Il s'agissait visiblement d'un problème d'optimisation algorithmique pour un système d'intelligence artificielle. Les équations décrivaient un réseau neuronal destiné à l'analyse prédictive, mais quelque chose clochait. Mathilde le sentait instinctivement. Plusieurs paramètres étaient mal calibrés, certaines fonctions d'activation inadaptées aux données traitées, et surtout, la structure même du réseau souffrait d'inefficacité majeure. Sans même réfléchir, elle prit un marqueur qui traînait sur le rebord du tableau et commença à corriger les erreurs qu'elle identifiait. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, établissant des connexions, simplifiant des expressions, réorganisant la structure logique du système. Elle ne se contentait pas de corriger, elle réinventait. Sous ses doigts, le chaos prenait forme. Les incohérences disparaissaient, remplacées par une élégance mathématique qui aurait fait pâlir d'envie les plus grands esprits de l'école. Polytechnique. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. La nuit était maintenant bien avancée, et le silence régnait dans l'immeuble. Mathilde travaillait toujours, effaçant, réécrivant, calculant, optimisant. Elle avait trouvé une nouvelle approche qui rendait le système non seulement fonctionnel, mais extraordinairement efficace. Là où les ingénieurs avaient tenté de forcer une solution conventionnelle, elle avait introduit une flexibilité adaptative qui permettait au système de s'auto-optimiser en fonction des données qu'il traitait. Quand elle a eu terminé, il était près de 3 heures du matin. Épuisée mais étrangement satisfaite, Mathilde contempla son œuvre. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi ces formules étaient importantes pour quelqu'un, mais elle savait qu'elles étaient justes maintenant. Elle mangea une dernière pomme, but un peu d'eau, puis quitta la pièce aussi discrètement qu'elle y était entrée. Personne ne l'avait vue venir, personne ne la vit partir. Elle trouva refuge pour le reste de la nuit dans le hall d'un immeuble voisin, s'endormant, avec la satisfaction d'avoir résolu un puzzle particulièrement stimulant. Dans son esprit, les équations dansaient encore, formant des constellations de possibilités infinies. À l'aube, les premiers employés de Neuratech commencèrent à arriver. Parmi eux, Laurent Mercier, directeur de recherche, entra dans la salle de réunion pour récupérer ses notes avant une présentation cruciale prévue à 9 heures. Ce qu'il vit le figea sur place. Le tableau blanc sur lequel son équipe travaillait depuis des mois sans parvenir à une solution viable était maintenant couvert d'une série d'équations et de schémas qu'il ne reconnaissait qu'en partie. Quelqu'un avait complètement transformé leur approche du problème. « C'est impossible », murmura-t-il, s'approchant du tableau pour examiner les formules de plus près. À cet instant, Sophie Dumas, ingénieure en chef du projet, entra dans la pièce. « Laurent, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Regarde ça, » répondit-il, pointant le tableau. « Ce n'était pas là hier soir quand nous sommes partis. » Sophie s'approcha à son tour, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure qu'elle comprenait ce qu'elle voyait. « Mais c'est brillant, » souffla-t-elle. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Cette approche contourne complètement le problème d'explosion du gradient que nous n'arrivions pas à résoudre. Qui a pu faire ça ? Personne dans l'équipe n'avait proposé une solution de ce type. »« Je ne sais pas, » admit Sophie, « mais qui que ce soit, cette personne vient peut-être de sauver notre entreprise. » Car Neuratech était effectivement au bord du gouffre. Start-up prometteuse dans le domaine de l'intelligence artificielle, elle avait levé des fonds considérables en promettant une avancée majeure dans les systèmes prédictifs. Mais des obstacles techniques imprévus avaient retardé le développement et les investisseurs commençaient à perdre patience. La présentation du jour était leur dernière chance de montrer des progrès significatifs avant une probable faillite. « Il faut vérifier les caméras de sécurité », déclara Laurent. « Quelqu'un est entré ici cette nuit et je veux savoir qui. » Pendant ce temps, à plusieurs rues de là,
Mathilde se réveillait sous un pont de la Seine, ignorant totalement qu'elle venait de changer le destin d'une entreprise, et par extension, le sien. Dans les bureaux de Neuratech, l'effervescence régnait. L'équipe d'ingénieurs s'était rassemblée autour du tableau, blancs, tous stupéfaits par la transformation radicale de leur projet. Laurent Mercier et Sophie Dumas avaient immédiatement convoqué les meilleurs éléments de l'entreprise pour analyser la solution mystérieusement apparue pendant la nuit. « C'est révolutionnaire », déclara Antoine Leroy, le mathématicien principal. « Regardez cette structure récursive ici. Elle permet d'éviter complètement le problème de surapprentissage que nous rencontrions. Et cette fonction d'activation personnalisée, ajouta Émilie Rousseau, spécialiste en deep learning, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si quelqu'un avait repensé les fondements même de l'apprentissage automatique. » Laurent écoutait attentivement, son visage oscillant entre l'émerveillement et l'inquiétude. En tant que directeur de recherche, il était responsable de la sécurité des données et de l'intégrité du travail de son équipe. Quelqu'un s'était introduit dans leurs locaux, avait eu accès à leurs recherches confidentielles et avait modifié leur travail. Cela aurait dû déclencher toutes les alarmes de sécurité. Pourtant, il ne pouvait nier l'évidence. La solution proposée était non seulement élégante, mais potentiellement révolutionnaire. « Simon, dit-il en se tournant vers le responsable de la sécurité, où en est l'analyse des vidéos de surveillance ?» Simon Moreau, un homme trapu aux tempes grisonnantes, pianotait frénétiquement sur son ordinateur portable. « J'y suis presque. Voilà, j'ai les images de la salle de réunion pour la nuit dernière. » Il projeta la vidéo sur l'écran mural de la salle. L'équipe entière retint son souffle en voyant une petite silhouette se glisser dans la pièce peu après 21 heures. « C'est une enfant », balbutia Sophie, incrédule. En effet, les images montraient clairement Mathilde, ses vêtements usés et ses cheveux emmêlés, contrastant fortement avec l'environnement high-tech de la salle de réunion. Ils la regardèrent, fascinés, manger quelques restes, puis s'approcher du tableau. Ce qui suivit les laissa tous sans voix. Pendant près de 6 heures d'affilée, la petite fille travailla sur le tableau avec une concentration et une précision stupéfiantes. Ses mouvements étaient assurés, méthodiques, comme si elle exécutait une danse parfaitement chorégraphiée. Elle effaçait, réécrivait, calculait mentalement, dessinait des schémas complexes, tout cela avec une aisance déconcertante pour une enfant de son âge. « C'est impossible, » murmura Antoine. « Cette gamine ne peut pas avoir plus de 8 ans, et elle manipule des concepts que mes doctorants mettent des années à maîtriser. »« Qui est-elle » demanda Laurent, sa voix trahissant son émotion. « Simon, peux-tu la suivre sur les autres ?»« Caméra ?» Le responsable de la sécurité acquiesça et commença à pister les mouvements de Mathilde à travers le bâtiment. Ils la virent quitter l'immeuble aux premières lueurs de l'aube, se glissant dans les rues de Paris avec l'agilité d'un chat. « Elle vit dans la rue », constata Sophie, remarquant les pieds nus de l'enfant et son apparence négligée. « Mon Dieu, comment est-ce possible ?» Laurent se leva brusquement. « Nous devons la retrouver, pas seulement pour comprendre ce qu'elle a fait, mais aussi parce qu'un esprit comme le sien ne devrait pas être abandonné à la rue. »« Le problème, c'est que Paris est immense, » objecta Simon. « Et si elle vit vraiment dans la rue, elle n'a probablement pas d'adresse fixe. »« Nous allons former des équipes, » décida Laurent. « Sophie, Antoine, Émilie et moi. Nous allons commencer par les environs immédiats de l'entreprise et élargir progressivement notre périmètre. Simon, continue d'analyser les vidéos. Vois si tu peux trouver des indices sur ses habitudes, ses lieux de passage fréquents. » Pendant que l'équipe de Neuratech s'organisait pour retrouver la mystérieuse enfant, à quelques kilomètres de là, Mathilde poursuivait sa routine quotidienne. Après s'être lavée sommairement dans les toilettes publiques d'un parc, elle s'était dirigée vers la bibliothèque François Mitterrand, son sanctuaire, où elle comptait passer la journée à étudier de nouveaux concepts de programmation qu'elle avait découverts la veille. L'aventure de la nuit précédente n'avait été pour elle qu'un défi intellectuel parmi d'autres. Elle ne réalisait pas l'impact de ce qu'elle avait accompli, ni les conséquences que cela aurait sur sa vie. Pour Mathilde, résoudre des problèmes mathématiques complexes était aussi naturel que de respirer. C'était sa façon de comprendre, un monde qui par ailleurs lui semblait souvent hostile et incompréhensible. La bibliothèque était particulièrement calme ce matin-là, et Mathilde put s'installer à son poste habituel,
un ordinateur situé dans un recoin discret de la Section Sciences. Madame Leclerc, une bibliothécaire âgée qui avait depuis longtemps remarqué cette petite visiteuse assidue, lui sourit gentiment lorsqu'elle passa devant son bureau. Elle s'était toujours demandé pourquoi une enfant si jeune venait seule, presque chaque jour, s'immerger dans des ouvrages bien au-delà de son âge apparent. Elle avait tenté plusieurs fois d'engager la conversation, mais Mathilde restait invariablement polie et distante, répondant brièvement avant de retourner à ses lectures. Ce jour-là, cependant, Madame Leclerc remarqua que la petite fille semblait particulièrement fatiguée. Ses yeux étaient cernés, et elle bâillait fréquemment tout en naviguant sur des sites de cours universitaires en ligne. « Bonjour, ma petite, » dit-elle en s'approchant. « Tu as l'air épuisée aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ?» Mathilde leva les yeux, surprise par cette approche directe. « Oui, madame, j'ai juste travaillé tard hier soir sur un problème intéressant. »« Un problème de mathématiques ?» demanda la bibliothécaire curieuse. « D'intelligence artificielle, plus précisément. Un réseau neuronal mal structuré qui avait besoin d'être repensé. » Madame Leclerc cligna des yeux, prise de court par cette réponse qui semblait sortir de la bouche d'un professeur universitaire plutôt que d'une enfant. « Je vois, » dit-elle, ne sachant trop comment poursuivre. « Et tu viens souvent ici, n'est-ce pas? Tes parents ne s'inquiètent pas ?» Le visage de Mathilde se ferma instantanément. « Je dois retourner à mon travail maintenant. Merci de vous. Inquiétée pour moi. » La bibliothécaire comprit qu'elle avait touché un point sensible. Elle hésita un instant, puis décida de ne pas insister. « Bien sûr, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » À peine Madame Leclerc s'était-elle éloignée, que l'écran de Mathilde afficha une notification d'un forum spécialisé en mathématiques avancées où elle posait parfois des questions sous un pseudonyme. Quelqu'un avait répondu à sa dernière interrogation sur les espaces de Hilbert. Elle se replongea immédiatement dans sa lecture, oubliant momentanément sa fatigue et sa faim. Pendant ce temps, les équipes de Neuratech s'étaient déployées dans les rues environnantes. Laurent et Sophie avaient décidé d'explorer le quartier de la Bibliothèque nationale, supposant qu'une enfant avec de telles capacités intellectuelles pourrait être attirée par ce lieu de savoir. « Tu crois vraiment que nous allons la retrouver ?» demanda Sophie alors qu'ils marchèrent le long de l'esplanade de la BNF. « C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. »« Nous devons essayer, » répondit Laurent. « Ce que cet enfant a fait, c'est plus qu'extraordinaire, Sophie. C'est potentiellement révolutionnaire. Et au-delà de l'aspect scientifique, je ne peux pas supporter l'idée qu'un génie de ce calibre vive dans la rue, sans protection, sans éducation formelle. Je comprends. C'est juste que... » Elle s'interrompit, remarquant l'expression soudainement alerte de Laurent. « Quoi? Tu as vu quelque chose ?» Laurent pointait du doigt l'entrée de la bibliothèque. « Rappelle-toi, les vidéos de surveillance. La façon dont elle manipulait les concepts, sa familiarité avec les mathématiques avancées, elle doit apprendre quelque part. Si j'étais une enfant surdouée vivant dans la rue à Paris, où irais-je pour nourrir mon esprit ?» Sophie hocha la tête, comprenant immédiatement. La bibliothèque, bien sûr. Ils se dirigèrent vers l'imposant bâtiment, gravissant les marches qui menaient à l'entrée principale. À l'intérieur, l'atmosphère feutrée et l'odeur caractéristique des livres les accueillirent. Ils s'approchèrent du bureau d'accueil, où une femme d'une 60aine d'années consultait son écran d'ordinateur. « Bonjour, madame, » commença Laurent. « Excusez-moi de vous déranger. Nous recherchons une petite fille, environ 7 ans, cheveux châtains, très minces. Elle pourrait venir ici régulièrement. » Madame Leclerc, car c'était elle, leva un regard surpris vers les deux visiteurs. « Puis-je savoir pourquoi vous la cherchez ?»« C'est difficile à expliquer, » intervint Sophie. « Disons que cet enfant a fait quelque chose d'extraordinaire qui pourrait avoir un impact considérable sur notre travail. Nous voulons l'aider et comprendre comment elle a acquis de telles connaissances. » La bibliothécaire les observa attentivement, évaluant leur sincérité. « Vous parlez de la petite qui s'intéresse aux mathématiques avancées et à l'informatique. » Laurent sentit son cœur s'accélérer. « Oui, exactement. Vous la connaissez ?»« Je ne connais pas son nom, » admit Madame Leclerc. « Elle vient presque tous les jours depuis plusieurs mois. Toujours seule, toujours sur les ordinateurs, ou plongée dans des livres que même nos universitaires trouvent complexes. J'ai essayé de lui parler, mais elle est réservée. Est-elle ici aujourd'hui ?» demanda Sophie, essayant de contenir son excitation.
La bibliothécaire hésita, visiblement partagée entre sa volonté d'aider et son instinct de protéger la mystérieuse enfant. « Puis-je savoir qui vous êtes, exactement ?» Laurent sortit sa carte professionnelle. « Laurent Mercier, directeur de recherche chez Neuratech. Et voici Sophie Dumas, notre ingénieure en chef. Nous ne voulons aucun mal à cet enfant. Je vous l'assure, au contraire. » Après qu'un moment de réflexion, Madame Leclerc hocha la tête. Elle est dans la section sciences, au fond à droite, sur l'ordinateur 23. Mais je vous préviens, si j'ai le moindre doute sur vos intentions, j'appellerai la sécurité. Merci beaucoup, dit Laurent avec gratitude. Nous comprenons votre prudence. Ils se dirigèrent vers la section indiquée, leurs pas se ralentissant à mesure qu'ils approchaient. Et soudain, ils la virent. Mathilde était absorbée par son écran, ses petits doigts tapant frénétiquement sur le clavier, tandis qu'elle résolvait un problème sur un forum en ligne de mathématiques théoriques. Laurent et Sophie échangèrent un regard, à la fois ému et intimidé par ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Comment aborder une enfant visiblement exceptionnelle, probablement méfiante envers les adultes sans l'effrayer? Comment lui expliquer qu'elle avait peut-être changé le cours de leur entreprise en quelques heures de travail nocturne? « Laisse-moi faire, murmura Sophie. Elle s'approcha doucement et s'assit à côté de Mathilde, prenant soin de laisser une distance respectueuse entre elles. « Bonjour, dit-elle doucement. Tu travailles sur les espaces de Hilbert ?» Mathilde sursauta légèrement, puis se tourna vers Sophie, ses yeux bleus remplis de méfiance. « Oui, comment le savez-vous ? Je reconnais les équations. C'est un sujet fascinant, n'est-ce pas ? La façon dont l'infini peut être structuré, rendu presque tangible par les mathématiques. » Le visage de Mathilde s'éclaira momentanément, avant de se refermer à nouveau. « Que voulez-vous ? Les adultes ne me parlent généralement pas de mathématiques. » Laurent s'approcha à son tour, s'accroupissant pour être au niveau de l'enfant. « Nous voulons te parler du travail que tu as fait hier soir, au tableau blanc de Neuratech. » Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait réussi à la surprendre. Un silence tendu s'installa entre Mathilde et les deux adultes qui se tenaient devant elle. La petite fille les observait avec une méfiance non dissimulée, son corps tendu comme un ressort, prêt à se détendre à la moindre menace. Laurent et Sophie, conscients de la fragilité du moment, restèrent parfaitement immobiles. « Comment savez-vous que c'était moi ?» demanda finalement Mathilde, sa voix à peine audible. « Les caméras de sécurité, » répondit doucement Sophie. « Nous t'avons vu entrer dans la salle de réunion et travailler sur notre problème pendant des heures. » Mathilde hocha lentement la tête, évaluant la situation. Elle n'avait pas pensé aux caméras. Une erreur de calcul surprenante pour un esprit habituellement si méticuleux. « Est-ce que je vais avoir des ennuis ?» demanda-t-elle, son regard passant de Sophie à Laurent. « Je n'ai rien cassé. J'ai juste mangé un peu et corrigé vos équations. » Laurent ne put s'empêcher de sourire. « Corriger nos équations. C'est une façon de voir les choses. Non, tu n'auras pas d'ennui. En fait, nous sommes venus te remercier. » Les sourcils de Mathilde se froncèrent de confusion. « Me remercier ?»« Ce que tu as fait, expliqua Sophie, c'est résoudre un problème sur lequel une équipe entière d'ingénieurs et de mathématiciens travaillait depuis des mois sans succès. Tu as non seulement identifié nos erreurs, mais tu as complètement repensé l'architecture du système d'une façon d'une façon à laquelle aucun de nous n'avait pensé. » Mathilde haussa les épaules, comme si ce qu'elle avait accompli n'avait rien d'extraordinaire. C'était évident. Votre approche créait des boucles de rétroaction négatives dans la couche profonde du réseau. Il suffisait d'introduire une fonction d'ajustement dynamique basée sur l'entropie des données d'entrée. Laurent et Sophie échangèrent un regard stupéfait. Cet enfant parlait de concepts avancés d'intelligence artificielle avec la même aisance qu'un autre enfant parlerait de son dessin animé préféré. « Oui, c'est exactement ça, » balbutia Laurent. « Écoute, Mathilde, c'est bien Mathilde ton prénom ?» Elle acquiesça avec prudence. « Mathilde, nous aimerions t'inviter à venir dans nos bureaux. Pas pour te créer des problèmes, je te le promets. Mais pour discuter de ton travail et peut-être voir comment nous pourrions t'aider en retour. » La méfiance revint instantanément dans le regard de la petite fille. « M'aider, les adultes disent toujours ça. Et ensuite,
Ils me mettent dans des endroits où je ne veux pas être, avec des gens qui ne me comprennent pas. Sophie s'assit, complètement, adoptant une position moins intimidante. Je comprends ta réticence, vraiment, mais ce que tu as fait pour nous est extraordinaire, Mathilde. Notre entreprise était au bord de la faillite, et ta solution pourrait tout changer. Nous ne voulons pas t'obliger à quoi que ce soit. Nous voulons juste te parler, comprendre comment tu as appris tout ça, et voir ce que nous pourrions faire. Pour toi, sur tes termes. Ces derniers mots semblèrent toucher Mathilde. Sur mes termes, répéta-t-elle, comme si le concept lui était étranger. Complètement, affirma Laurent. Tu peux partir quand tu veux. Tu n'es pas obligé de nous dire quoi que ce soit sur ta situation personnelle si tu ne le souhaites pas. Nous voulons juste te montrer ce que ton travail a permis et peut-être te proposer un endroit où tu pourrais continuer à développer ton talent dans de meilleures conditions. Mathilde resta silencieuse pendant un long moment, pesant visiblement le pour et le contre. Finalement, elle ferma la fenêtre de son navigateur et se leva. « D'accord, dit-elle simplement, mais je peux partir quand je veux. »« Absolument, confirma Sophie avec un sourire rassurant, et si tu as faim, nous pouvons nous arrêter quelque part en chemin. » À ces mots, les yeux de Mathilde s'illuminèrent légèrement, et pour la première fois, l'ombre d'un sourire passa sur son visage. Le trajet jusqu'au bureau de Neuratech se déroula dans un silence relatif. Laurent conduisait tandis que Sophie tentait d'engager doucement la conversation avec Mathilde. La petite fille répondait par monosyllabes, mais son regard vif absorbait tout, les rues, les bâtiments et surtout les détails techniques qu'elle pouvait apercevoir sur le smartphone de Sophie. Ils s'arrêtèrent dans une boulangerie où Mathilde, après une hésitation initiale, choisit un pain au chocolat et un jus d'orange qu'elle consomma avec une lenteur délibérée, comme pour faire durer ce moment de confort. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda finalement Sophie, incapable de contenir plus longtemps sa curiosité. « Les mathématiques avancées, l'intelligence artificielle, la programmation, ce ne sont pas des sujets qu'on enseigne à l'école primaire. » Mathilde avala sa dernière bouchée avant de répondre. « Je lis beaucoup, j'apprends vite, les nombres, ils me parlent. Je vois des motifs partout, dans les feuilles des arbres, dans la façon dont les gens marchent, dans les courants de la Seine. Et quand je vois un problème, mon esprit commence automatiquement à chercher la solution. C'est comme ça que je fonctionne. »« Et tes parents ?» demanda Laurent, tentant prudemment d'aborder le sujet délicat de sa situation personnelle. Le visage de Mathilde se ferma instantanément. « Je n'ai pas de parents, pas vraiment. » Sophie lança un regard d'avertissement à Laurent avant d'intervenir. « Tu n'es pas obligé de nous en parler si tu ne veux pas, nous comprenons. » Mathilde hocha la tête, reconnaissante pour cet échappatoire. Quand ils arrivèrent enfin au bureau de Neuratech, Mathilde se raidit visiblement. Elle reconnaissait l'immeuble où elle s'était introduite la veille. Mais cette fois, elle y entrait par la grande porte, escortée par deux adultes qui la traitaient avec un respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Dans le hall d'entrée, Simon, le responsable de la sécurité, les attendait. Son expression s'adoucit lorsqu'il aperçut la petite fille. « Alors c'est toi, notre mystérieuse visiteuse nocturne », dit-il avec un sourire bienveillant. Mathilde se contenta de le fixer sans répondre, évaluant si cet homme représentait une menace. « Ne t'inquiète pas », la rassura Laurent. « Simon est impressionné par ce que tu as fait, comme nous tous. Personne ici ne te veut du mal. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 5e étage où se trouvaient les laboratoires principaux de l'entreprise. Lorsque les portes s'ouvrirent, Mathilde fut accueillie par une vision qui la figea sur place. Une dizaine d'ingénieurs et de chercheurs étaient rassemblés dans l'espace ouvert, tous tournés vers eux, avec des expressions allant de la curiosité à l'émerveillement. « Tout le monde », annonça Laurent, posant doucement une main sur l'épaule de Mathilde. « Je vous présente la personne qui a résolu notre problème de convergence. Voici Mathilde. » Un murmure collectif parcourut l'assemblée. Mathilde, visiblement mal à l'aise sous cette attention soudaine, fit un pas en arrière, se rapprochant instinctivement de Sophie qui lui offrit un sourire rassurant. Antoine, le mathématicien principal, s'avança. « C'est un honneur de te rencontrer, Mathilde. Ton approche du problème était brillante, révolutionnaire même. »« Merci », murmura Mathilde, ses joues rougissant légèrement. « Nous avons implémenté ta solution dans notre système ce matin, » continua Antoine,
et les résultats sont au-delà de nos espérances. Le taux d'erreur a chuté de 87% et la vitesse de traitement a été multipliée par 3. Emily, la spécialiste en deep learning, intervint à son tour. Nous avons une présentation avec nos investisseurs dans 1 heure. Ils étaient prêts à abandonner le projet, mais maintenant nous avons quelque chose d'exceptionnel à leur montrer, grâce à toi. Mathilde semblait à la fois flattée et dépassée par la situation. Elle avait résolu ce problème par simple curiosité intellectuelle, sans imaginer un instant l'impact que cela pourrait avoir. « Viens, » dit Sophie en lui prenant doucement la main. « Laisse-moi te montrer ce que ta solution a permis de créer. » Ils se dirigèrent vers une salle de conférence où plusieurs écrans affichaient des graphiques, des courbes et des visualisations complexes. Mathilde s'approcha, fascinée par ce qu'elle voyait. « C'est notre système d'intelligence artificielle prédictive », expliqua Laurent. « Il est conçu pour analyser d'énormes quantités de données et prédire des tendances dans divers domaines. Finance, météorologie, logistique, médecine. Avant ta contribution, il était instable et peu fiable. Maintenant, il fonctionne parfaitement. » Mathilde observa les écrans avec attention, son esprit analysant rapidement les informations affichées. « Vous pourriez encore l'améliorer, » dit-elle finalement. « Ici et là, » ajouta-t-elle en pointant certaines parties des graphiques. « Vous perdez de la précision dans ces zones à cause d'un filtrage trop agressif, des données aberrantes. » Antoine éclata d'un rire incrédule. « Elle a raison. Encore une fois, elle a complètement raison. »« Comment fais-tu ça ?» demanda Émilie, stupéfaite. « Comment peux-tu voir ces détails si rapidement ?» Mathilde haussa les épaules. « C'est évident pour moi, comme voir qu'un tableau est de travers sur un mur. » L'analogie, dans sa simplicité, laissa l'équipe sans voix. Pour cet enfant, les problèmes mathématiques les plus complexes étaient aussi évidents qu'une asymétrie visuelle pour une personne ordinaire. La réunion fut interrompue par l'arrivée de Julien Moreau, le PDG de Neuratech. C'était un homme dans la quarantaine, au regard vif et à l'allure dynamique. Il avait été informé de la situation et tenait à rencontrer personnellement la mystérieuse enfant prodige. « Alors c'est toi, notre sauveuse, » dit-il en s'approchant de Mathilde avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Julien. Je dirige cette entreprise et grâce à toi, nous avons maintenant une chance de survie. » Mathilde le regarda attentivement, essayant de déterminer s'il était sincère. « Bonjour, » dit-elle simplement. « J'aimerais que tu m'expliques comment tu as fait ça, » continua Julien. « Comment une enfant de ton âge a pu résoudre un problème qui a tenu en échec certains des meilleurs esprits de France. » Mathilde hésita, mal à l'aise face à cette question directe. Sophie intervint. « Mathilde nous a expliqué qu'elle a une façon particulière de voir les modèles et les structures mathématiques. Elle est autodidacte et a appris principalement à la bibliothèque. » Julien hocha la tête, visiblement impressionné. « Et ta situation personnelle, Mathilde? Tes parents savent-ils où tu es en ce moment ?» Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mathilde baissa les yeux, fixant ses pieds nus et sales qui contrastaient fortement avec le sol immaculé de la salle de conférence. « Je n'ai pas de parents, dit-elle finalement. Je vis, je me débrouille. » Ces simples mots, prononcés avec une dignité étonnante pour une enfant si jeune, eurent un effet puissant sur tous les adultes présents. Julien échangea un regard avec Laurent et Sophie, puis s'accroupit pour s'être au niveau de Mathilde. « Écoute-moi bien, dit-il doucement. Ce que tu as fait pour nous est extraordinaire. Notre entreprise était au bord de la faillite et ta solution nous donne une nouvelle chance. Nous voulons t'aider en retour. Pas par pitié, mais parce que ton talent mérite d'être cultivé et soutenu. Serais-tu d'accord pour que nous discutions de la façon dont nous pourrions faire ça ?» Mathilde le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge ou de manipulation. N'en trouvant pas, elle hocha lentement la tête. « Je veux continuer à apprendre, » dit-elle, « et je ne veux pas retourner dans le système, pas dans un foyer où personne ne me comprend. » Julien sourit. « Je comprends. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Mais d'abord, que dirais-tu de nous aider pour la présentation aux investisseurs? Ils seront là dans moins d'1 heure, et je pense qu'ils seraient très impressionnés de rencontrer la personne derrière cette avancée majeure. » Pour la première fois, un véritable sourire éclaira le visage de Mathilde. L'idée de pouvoir parler de son travail,
d'être reconnu pour ses capacités plutôt que jugé pour sa situation, semblait lui plaire. « D'accord, dit-elle, mais je dois d'abord me laver et j'ai besoin de vêtements propres. Sophie sourit, touchée par cette préoccupation si normale venant d'une enfant qui avait vécu des circonstances si extraordinaires. « Bien sûr, je vais t'aider avec ça. » Pendant que Sophie emmenait Mathilde pour l'aider à se préparer, Laurent et Julien restèrent dans la salle de conférence, tous deux profondément marqués par cette rencontre. « Qu'allons-nous faire, Julien ?» demanda Laurent. « Cet enfant est clairement un génie d'un niveau exceptionnel. Elle vit dans la rue, sans famille, sans protection. Nous ne pouvons pas simplement la renvoyer d'où elle vient, après qu'elle nous ait sauvés. » Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Non, bien sûr que non. Mais la situation est complexe. Légalement, nous devrions signaler son cas aux services sociaux. Cependant, elle a clairement exprimé sa réticence à retourner dans le système, et je peux comprendre pourquoi. Un esprit comme le sien serait probablement étouffé dans un environnement institutionnel standard. Alors quoi? Nous créons un poste pour une enfant de 7 ans. Pourquoi pas? Répondit Julien, un éclair de détermination dans le regard. Nous pourrions mettre en place un programme spécial, un cadre qui lui permettrait de développer ses capacités tout en s'assurant qu'elle reçoive l'éducation, les soins et la stabilité dont elle a besoin. Laurent hocha la tête, pensif. Ça pourrait fonctionner, mais nous devrons impliquer des professionnels, psychologues, éducateurs spécialisés, et nous devrons trouver un arrangement légal viable. J'ai quelques contacts au ministère, dit Julien. Je pense que nous pourrions présenter cela comme un programme pilote pour les enfants surdoués en situation précaire. Ce serait bénéfique non seulement pour Mathilde, mais potentiellement pour d'autres enfants dans des situations similaires. Leur discussion fut interrompue par le retour de Sophie et Mathilde. La transformation était saisissante. Propre, vêtue d'une simple robe bleue que Sophie avait achetée dans une boutique voisine, et les cheveux coiffés en une tresse soignée, Mathilde semblait presque être une autre enfant. Seule la profondeur de son regard rappelait les épreuves qu'elle avait traversées. « Te voilà prête pour conquérir le monde des affaires », plaisanta Laurent. Mathilde sourit timidement. « Est-ce que je peux voir encore une fois le système ? Avant que les investisseurs n'arrivent, j'ai quelques idées supplémentaires. »« Bien sûr, » répondit Julien. « Antoine va te montrer tout ce que tu veux voir. Après tout, c'est en grande partie ton travail maintenant. » Alors que Mathilde suivait Antoine vers les écrans, Julien se tourna vers Sophie et Laurent. « Cet enfant est extraordinaire, » murmura-t-il. « Et je crois que notre rencontre avec elle n'est pas un hasard. C'est une opportunité pour elle, pour nous, et peut-être pour beaucoup d'autres. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait savoir à ce moment-là, c'est que cette journée marquerait le début d'une aventure qui transformerait non seulement la vie de Mathilde et l'avenir de Neuratech, mais aussi la manière dont la société identifierait et soutiendrait les talents exceptionnels issus des milieux les plus défavorisés. La salle de conférence de Neuratech était plongée dans un silence admiratif. Les investisseurs, venus avec scepticisme et prêts à annoncer leur retrait du projet, fixaient maintenant l'écran géant, où s'affichaient des résultats qui dépassaient leurs attentes les plus optimistes. Mathilde se tenait légèrement, en retrait, observant leur réaction avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Ces résultats sont extraordinaires », articula finalement Victor Beaumont, le représentant principal du consortium d'investissement. « Comment avez-vous réussi une telle percée en si peu de temps? Il y a à peine une semaine, vous nous parliez d'obstacles techniques insurmontables. » Julien Moreau sourit, jetant un regard complice vers Mathilde. « La réponse à votre question se trouve juste ici, » dit-il en invitant la petite fille à s'avancer. « Messieurs, mesdames, permettez-moi de vous présenter Mathilde, la personne qui a résolu notre problème d'architecture neuronale. » Les investisseurs échangèrent des regards, confus, certains fronçant les sourcils d'incompréhension. « C'est une plaisanterie », demanda une femme élégante au premier rang, Isabelle Durand, représentante d'un fonds d'investissement technologique. « Absolument pas », répondit Laurent en s'avançant. « Mathilde a identifié les failles fondamentales de notre approche et développé une solution entièrement nouvelle. Nos ingénieurs ont implémenté sa méthodologie et les résultats parlent d'eux-mêmes. » « Mais c'est une enfant !» s'exclama Victor Beaumont incrédule. « Une enfant exceptionnelle !» corrigea Sophie. « Mathilde, voudrais-tu expliquer toi-même ton approche ?» Tous les regards se tournèrent vers la petite fille qui, après un instant d'hésitation, s'avança
Faire l'écran tactile. Avec une assurance surprenante, elle commença à manipuler les visualisations du système, zoomant sur certaines parties, réorganisant les graphiques pour mettre en évidence les points clés. Le problème principal se situait dans la façon dont le réseau traitait les données aberrantes, expliqua-t-elle, sa voix claire et posée contrastant avec son âge apparent. L'approche conventionnelle les écartait systématiquement, mais j'ai réalisé qu'elle contenait souvent des informations cruciales sur les tendances émergentes. J'ai donc implémenté un système de pondération dynamique qui réévalue constamment l'importance de chaque point de données en fonction de son comportement au fil du temps. Elle continua son explication pendant quelques minutes, utilisant un langage technique qui aurait été impressionnant même venant d'un doctorant. La salle restait suspendue à ses lèvres, les investisseurs passant de l'incrédulité à la fascination, puis à l'émerveillement. « Voilà », conclut-elle simplement. « C'est pourquoi ça fonctionne mieux maintenant. » Un silence stupéfait suivit sa présentation, brisé finalement par Victor Beaumont, qui se leva lentement, applaudissant avec un respect évident. Les autres investisseurs l'imitèrent rapidement, certains secouant la tête en signe d'incrédulité admirative. « Impressionnant. Véritablement impressionnant, déclara Victor. Julien, vous avez trouvé un diamant brut d'une valeur inestimable. Comment avez-vous découvert cette jeune prodige ?» Julien hésita, échangeant un regard avec Laurent et Sophie. Comment expliquer la vérité sans exposer la situation précaire de Mathilde ou risquer de déclencher des réactions qui pourraient lui nuire? « C'est une histoire assez incroyable, commença-t-il prudemment. Disons que Mathilde nous a trouvés plutôt que l'inverse. Et maintenant, nous souhaitons développer un programme spécial pour cultiver son talent exceptionnel et, potentiellement, identifier d'autres jeunes comme elle. » Isabelle Durand se pencha en avant, soudainement intéressée. « Un programme pour identifier et soutenir de jeunes talents. Vous parlez d'une initiative éducative parallèle à votre activité principale ?»« Exactement, » confirma Julien, saisissant cette opportunité inattendue. « Nous pensons que le potentiel inexploité de jeunes esprits brillants, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, représente une ressource extraordinaire pour l'innovation technologique. » Mathilde en est la preuve vivante. À la surprise générale, Mathilde prit la parole, son regard plongé dans celui d'Isabelle Durand. « Il y a d'autres enfants comme moi, des enfants que personne ne voit, mais qui comprennent des choses que même les adultes trouvent difficiles. Ils ont juste besoin d'une chance. » Ces mots simples, prononcés avec une conviction tranquille, eurent un impact puissant sur l'Assemblée. Isabelle hocha lentement la tête, visiblement touchée. « Je serais très intéressée d'en savoir plus sur ce programme, » dit-elle. « Mon fonds a récemment créé une branche dédiée aux initiatives éducatives innovantes. Quant à nous, » intervint Victor, « les résultats techniques parlent d'eux-mêmes. Non seulement nous maintenons notre investissement, mais nous sommes prêts à discuter d'une augmentation substantielle pour accélérer le développement et la commercialisation de votre système. » La réunion se poursuivit sur cette note positive. Les discussions techniques alternant avec des échanges sur le potentiel programme éducatif. Mathilde resta présente tout du long, intervenant occasionnellement avec une précision qui ne cessait d'impressionner l'assistance. Quand les investisseurs quittèrent finalement les locaux, l'atmosphère au sein de Neuratech était électrique. Non seulement l'entreprise venait d'assurer sa survie financière, mais une nouvelle vision commençait à prendre forme, une vision inspirée par une petite fille qui, quelques jours plus tôt, dormait encore sous les ponts de la Seine. « Tu as été extraordinaire », dit Sophie à Mathilde, alors qu'ils regagnaient la salle principale. « Comment te sens-tu » Mathilde réfléchit un moment avant de répondre. C'était différent. Les gens m'écoutaient vraiment. Ils ne pensaient pas que j'étais étrange ou que je mentais quand je parlais de choses complexes. « Parce qu'ils ont vu ton génie en action, » sourit Laurent. « Tu as impressionné certains des esprits les plus critiques du monde des affaires. Ce n'est pas rien. » Julien rejoignit le petit groupe, son visage rayonnant d'enthousiasme. « Nous avons réussi. Non seulement ils maintiennent leur financement, mais ils sont prêts à l'augmenter significativement. Et Isabelle Durand veut discuter sérieusement du programme éducatif dès demain. » « Le programme, ce n'était pas juste pour les convaincre ?» demanda Mathilde, une note d'inquiétude dans la voix. Julien s'accroupit pour être à son niveau, son expression devenant sérieuse. « Non, Mathilde, c'est une vraie idée, et une que nous voulons développer avec toi. Tu as raison. Il y a probablement d'autres enfants comme toi qui ont besoin d'une chance,
et nous voulons les aider. Le visage de Mathilde s'illumina d'une joie qu'aucun d'eux n'avait encore vue chez elle. « Vraiment? Vous voulez vraiment faire ça ?»« Vraiment, confirma Julien. Mais d'abord, nous devons nous occuper de ta situation. Tu ne peux pas continuer. À vivre dans la rue, Mathilde. Tu as besoin d'un endroit sûr, de nourriture régulière, d'une vraie éducation adaptée à tes capacités exceptionnelles. » La joie disparut instantanément du visage de l'enfant, remplacée par la méfiance familière. « Vous allez m'envoyer dans un foyer ou à l'aide sociale à l'enfance ?»« Non, » intervint Sophie rapidement. « Nous pensons à une solution différente, quelque chose qui te permettrait de rester près de nous, de travailler avec l'équipe, tout en t'assurant le cadre stable dont tu as besoin. » J'ai contacté un ami au ministère de l'Éducation nationale, expliqua Julien. Nous discutons de la possibilité de créer un programme pilote pour les enfants à haut potentiel en situation difficile. Ce programme te permettrait de recevoir une éducation personnalisée tout en participant à nos projets de recherche. Légalement, Neuratech deviendrait temporairement responsable de toi sous la supervision du ministère. Mathilde sembla peser soigneusement ses paroles. Et je pourrais continuer à travailler sur le système d'IA, à apprendre des choses nouvelles. Bien sûr, sourit Laurent. En fait, nous comptons sur toi pour nous aider à le perfectionner encore davantage. Et où est-ce que je vivrai ? Demanda-t-elle, sa voix trahissant sa préoccupation principale. Sophie et Laurent échangèrent un regard entendu avant que Sophie ne réponde. Laurent et moi avons discuté et, si tu es d'accord, j'aimerais t'accueillir chez moi. J'ai un appartement pas très loin d'ici, avec une chambre d'amis qui ne sert pratiquement jamais. Cette proposition semblait prendre Mathilde au dépourvu. « Tu voudrais que je vive chez toi ?»« Seulement si tu le souhaites, » précisa Sophie. « Je sais que c'est beaucoup à absorber d'un coup et que tu ne me connais pas encore très bien. Mais je pense que nous pourrions bien nous entendre, et mon appartement est à 10 minutes à pied des bureaux. » Mathilde observa Sophie longuement, comme si elle essayait de lire en elle. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Tu ne me connais pas. » Sophie sourit doucement. « Je te connais assez pour savoir que tu es une personne extraordinaire, Mathilde. Et parfois dans la vie, on rencontre quelqu'un qui change notre perspective, qui nous rappelle pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Tu es cette personne pour moi, pour nous tous ici. » Après un long moment de réflexion, Mathilde hocha lentement la tête. « D'accord, j'accepte d'essayer. Mais si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours changer d'avis, » assura Sophie. « Je te le promets. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Pendant que Julien et son équipe juridique travaillaient d'arrache-pied pour finaliser l'accord avec le ministère, Sophie aidait Mathilde à s'installer dans son nouvel environnement. L'appartement de Sophie, situé dans un immeuble haussmannien du 13e arrondissement, devint le premier véritable foyer que Mathilde ait connu depuis longtemps. La chambre qui lui était destinée, initialement impersonnelle et fonctionnelle, se transforma rapidement pour refléter les intérêts de sa nouvelle occupante. Des livres de mathématiques et d'informatique s'empilaient sur le bureau, des diagrammes complexes ornèrent les murs, et un ordinateur portable, cadeau de l'équipe de Neuratech, trônait fièrement près de la fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur. Parallèlement, un programme éducatif sur mesure fut élaboré pour Mathilde. Des professeurs spécialisés dans l'éducation des enfants surdoués furent recrutés pour lui enseigner non seulement les matières conventionnelles, mais aussi des domaines avancés correspondant à ses intérêts spécifiques. Chaque après-midi, elle rejoignait l'équipe de Neuratech pour travailler sur le système d'IA, appliquant concrètement ce qu'elle apprenait le matin. La transformation de Mathilde était remarquable. En quelques semaines seulement, la petite fille méfiante et renfermée s'ouvrit comme une fleur au soleil. Son esprit, libéré des préoccupations de survie quotidienne, s'épanouissait dans un environnement qui valorisait et nourrissait sa curiosité intellectuelle. Elle commença même à se faire des amis parmi les enfants des employés qui venaient occasionnellement au bureau, bien que ces interactions restent marquées par une certaine maladresse sociale, séquelle de ces années d'isolement. Un soir, alors que Sophie rentrait du travail, elle trouva Mathilde assise sur le balcon, plongée dans ses pensées, le regard fixé sur l'horizon parisien qui s'embrasait dans le crépuscule. « À quoi penses-tu » demanda Sophie en s'asseyant près d'elle. Mathilde tourna vers elle des yeux pensifs. « Je réfléchissais à tous les changements qui se sont produits en si peu de temps.
Il y a un mois, je dormais sous un pont et je cherchais de la nourriture dans les poubelles. Maintenant, je travaille sur un système d'IA avancé. Et j'apprends des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'est comme si j'étais passé dans un univers parallèle. Sophie sourit, touchée par cette réflexion. La vie peut changer très vite parfois, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, acquiesça Mathilde. Mais je me demande, pourquoi? Moi? Il y a tellement d'autres enfants là-bas, certains peut-être aussi intelligents que moi qui n'ont pas eu cette chance. C'est pour ça que le programme est si important, répondit Sophie. Tu as ouvert une porte, Mathilde. Maintenant, nous devons nous assurer que d'autres enfants puissent la franchir aussi. Mathilde hocha la tête déterminée. Je veux les aider. Je veux créer quelque chose qui permettra d'identifier ces enfants, de les trouver avant qu'ils ne se perdent complètement. Et nous le ferons, promit Sophie. Ensemble. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite se transformait peu à peu en mission partagée. Mathilde, Sophie, Laurent, Julien, tous unis par une vision commune. Utiliser la technologie et l'innovation pour détecter et cultiver le potentiel inexploité des jeunes esprits brillants, issus des milieux les plus défavorisés. Cependant, alors que le projet prenait forme et gagnait en visibilité, des ombres commençaient à se profiler à l'horizon. Au sein même de Neuratech, tous ne voyaient pas cette nouvelle direction d'un œil favorable. Pour certains, l'attention et les ressources accordées à une enfant et à un programme social détournaient l'entreprise de sa mission principale. Philippe Girard, directeur technique et l'un des fondateurs historiques de Neuratech, observait l'évolution de la situation avec une irritation croissante. Relégué au second plan depuis l'arrivée de Mathilde, il voyait son influence diminuer jour après jour. Les améliorations apportées par cet enfant avaient éclipsé des années de son propre travail, et la fascination qu'elle exerçait sur Julien et les autres lui semblait disproportionnée, presque irrationnelle. « Nous sommes une entreprise technologique, pas une œuvre de charité », marmonna-t-il un jour à l'intention d'Éric Dubois, un autre ingénieur senior qui partageait ses réserves. Cette histoire de programme éducatif va nous détourner de notre objectif principal et finira par nous coûter notre avantage compétitif. Sans compter le risque réputationnel, renchérit Éric. Si les gens découvrent que nous exploitons le talent d'une enfant des rues, exactement, approuva Philippe, son esprit déjà occupé à élaborer un plan. Il faut que quelqu'un ramène un peu de bon sens dans cette entreprise. Et puisque personne ne semble disposé à le faire, je suppose que cette responsabilité me revient. Ce qu'il ne révéla pas à son collègue, c'est qu'il avait déjà pris contact avec Neurosphère, le principal concurrent de Neuratech, pour discuter d'une éventuelle collaboration. Si Julien persistait à transformer l'entreprise en centre social, Philippe était déterminé à protéger ses intérêts, quitte à prendre des mesures drastiques. Pendant ce temps, ignorant ces machinations, Mathilde continuait à développer ses idées pour le programme de détection des talents. Dans sa chambre, elle travaillait tard le soir sur un algorithme capable d'analyser des données éducatives anonymisées pour identifier des schémas caractéristiques des enfants à haut potentiel intellectuel. Son esprit brillant, combiné à sa propre expérience d'enfant invisible au système, lui permettait d'approcher le problème sous un angle totalement nouveau. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que ces deux univers, sa quête idéaliste et les ambitions contrariées de Philippe, allèrent bientôt entrer en collision, menaçant non seulement son avenir, mais aussi celui de l'entreprise qui lui avait offert une seconde chance. Le jour de la grande présentation du programme, Étoile cachée approchait à grands pas. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Mathilde chez Neuratech, et le projet qu'elle avait inspiré prenait forme à une vitesse extraordinaire. Dans la salle de conférence principale, reconvertie en quartier général de l'initiative, des diagrammes, des graphiques et des notes couvraient les murs. Au centre de cette effervescence créative, Mathilde travaillait avec une concentration qui forçait l'admiration. L'algorithme de détection est presque finalisé, annonça-t-elle à Sophie et Laurent qui vinrent la rejoindre après une réunion avec le ministère de l'Éducation. J'ai intégré les nouveaux paramètres comportementaux dont nous avions discuté. Maintenant, le système peut identifier non seulement les enfants qui excellent académiquement malgré des circonstances défavorables, mais aussi ceux qui manifestent leur intelligence de façon moins conventionnelle. Sophie sourit, impressionnée, une fois de plus par la capacité de Mathilde
à traduire des concepts abstraits en solutions concrètes. En seulement quelques mois, l'enfant avait non seulement perfectionné le système d'IA principal de Neuratech, mais avait également développé un programme dérivé spécifiquement conçu pour détecter les talents exceptionnels parmi les enfants marginalisés. C'est exactement ce dont nous avions besoin, approuva Laurent. Les tests standardisés échouent systématiquement à identifier ces enfants. Ton approche est révolutionnaire, Mathilde. La petite fille rougit légèrement sous le compliment. Bien qu'elle se fût considérablement ouverte depuis son arrivée, elle restait modeste quant à ses accomplissements. « Je connais simplement le problème de l'intérieur », dit-elle avec simplicité. « Je sais comment ces enfants pensent, comment ils se cachent pour survivre. » Un silence respectueux suivit cette déclaration. Malgré le temps passé, ni Sophie ni Laurent n'avaient l'habitude de ces moments où Mathilde faisait allusion à son passé. Un rappel soudain que derrière ce génie mathématique se trouvait une enfant qui avait connu des souffrances qu'aucun enfant ne devrait endurer. « Les responsables du ministère sont enthousiastes », dit finalement Sophie, changeant délicatement de sujet. « Ils ont accepté de lancer le programme pilote dans 5 écoles du réseau d'éducation prioritaire dès la rentrée prochaine. Et si les résultats sont probants, ils envisagent un déploiement national l'année suivante. » Les yeux de Mathilde s'illuminèrent. « Vraiment? Ils vont vraiment le faire? »« Absolument, » confirma Laurent. « Ton idée a touché une corde sensible, Mathilde. Dans un contexte de débat constant sur l'égalité des chances et la mobilité sociale, un programme qui identifie et soutient concrètement les talents inexploités représente une opportunité politique considérable. Sans compter l'intérêt économique à long terme, ajouta Sophie. Former la prochaine génération d'innovateurs et de scientifiques parmi des populations traditionnellement négligées, c'est un investissement avec un retour potentiellement énorme. Mathilde hocha la tête, absorbant ces informations avec son sérieux habituel. Pour elle, cependant, les motivations politiques ou économiques restaient secondaires. Ce qui comptait, c'était que d'autres enfants comme elle, des enfants brillants mais invisibles, auraient enfin une chance de développer leur potentiel. La présentation de jeudi sera cruciale, poursuivit Laurent. Tous les acteurs clés seront présents, représentants du ministère, investisseurs, presse spécialisée. Même le maire de Paris a confirmé sa présence. « Est-ce que je dois parler ?» demanda Mathilde, une note d'inquiétude dans la voix. Malgré ses progrès sociaux, l'idée de s'adresser à un large public l'intimidait encore. Sophie posa une main rassurante sur son épaule. « Seulement si tu le souhaites. Tu es le cœur et l'âme de ce projet. Mais nous comprenons parfaitement, si tu préfères rester en retrait. Julien peut présenter les aspects techniques et moi les implications sociales. » Mathilde sembla soulagée, mais après un moment de réflexion, elle redressa les épaules avec détermination. « Non, je veux participer. Ces enfants que nous cherchons à aider, ils ont besoin de voir que c'est possible, qu'ils peuvent être reconnus pour leurs valeurs. Je veux leur montrer que ça peut arriver. » Laurent et Sophie échangèrent un regard ému. En quelques mois à peine, la petite fille méfiante qui se glissait dans les ombres s'était transformée en une jeune personne assurée, prête à se tenir sous les projecteurs pour défendre une cause qui lui tenait à cœur. « Très bien, » acquiesça Laurent. « Nous préparerons ton intervention ensemble. L'essentiel est que tu te sentes à l'aise. » La discussion fut interrompue par l'arrivée de Philippe Girard. Le directeur technique entra dans la salle d'un pas raide, son visage trahissant à peine la tension qui l'habitait. « Laurent, Sophie ?» salua-t-il brièvement avant de se tourner vers Mathilde, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et notre petite prodige, comment avance le projet social du jour ?» Sophie fronça légèrement les sourcils, sensible au ton condescendant qu'il employait. « Le programme Étoile cachée avance très bien, Philippe. L'algorithme de Mathilde est presque opérationnel, et le ministère est pleinement engagé. »« Formidable, » répondit Philippe avec une fausse jovialité. « Pendant que vous révolutionnez le système éducatif français, permettez-moi de vous rappeler que notre système principal d'IA, vous savez, celui qui génère nos revenus, rencontre quelques problèmes de stabilité depuis la dernière mise à jour. » Laurent se raidit imperceptiblement. « Quel problème ? Les tests de la semaine dernière montrèrent des performances optimales. »« C'est récent, » répliqua Philippe. « Des anomalies dans le traitement des données financières à haut volume. J'ai programmé un diagnostic complet pour demain matin. J'espérais que notre brillante Mathilde pourrait y jeter un œil. »
à moins qu'elle ne soit trop occupée à sauver le monde. Mathilde, sensible aux tensions entre adultes malgré son jeune âge, intervint calmement. « Je peux examiner le système maintenant, si vous voulez. » J'avais presque terminé ici de toute façon. Philippe parut momentanément décontenancé par cette offre directe. « Eh bien, oui, ce serait utile. Les données sont sur le serveur principal. Je t'enverrai les identifiants d'accès. »« Je les ai déjà, » répondit simplement Mathilde. « J'ai travaillé sur l'optimisation du module financier la semaine dernière. Vous vous souvenez ?» Un éclair d'irritation traversa le visage de Philippe, rapidement masqué par un sourire forcé. « Bien sûr, comment pourrais-je oublier ? Notre petite Mathilde a accès à tous nos systèmes maintenant. » L'atmosphère dans la pièce s'était considérablement alourdie. Sophie, souhaitant désamorcer la tension, proposa « Je vais travailler avec Mathilde sur le diagnostic. Laurent, peut-être pourrais-tu finaliser la présentation de jeudi avec Julien pendant ce temps ?» Laurent acquiesça, comprenant l'intention de Sophie. « Bonne idée. Philippe, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur ces anomalies ?»« Rien que Mathilde ne puisse découvrir par elle-même, j'en suis sûr, » répondit-il avec une pointe d'amertume à peine voilée. « Après tout, elle est notre solution miracle, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, il tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière lui un silence pesant. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» murmura Sophie une fois qu'il fut hors de portée. « Il est de plus en plus hostile. » Laurent soupira profondément. Philippe est l'un des fondateurs originaux de Neuratech. Il a travaillé pendant des années sur ce système d'IA, souvent dans l'ombre de Julien qui est plus charismatique et médiatique. Et puis Mathilde arrive et en quelques semaines améliore considérablement son travail. Je pense que son ego en a pris un coup. « Ce n'était pas mon intention, » intervint Mathilde, l'inquiétude visible sur son visage. « Je voulais juste aider. » Sophie lui sourit avec tendresse. « Bien sûr que ce n'était pas ton intention, ma chérie, et tu as aidé énormément. Certains adultes ont simplement du mal à accepter que quelqu'un de plus jeune puisse être plus brillant qu'eux. »« Allons voir ces anomalies, » suggéra Mathilde, visiblement désireuse de résoudre le problème et peut-être, par extension, d'apaiser les tensions avec Philippe. Pendant que Sophie et Mathilde se dirigeaient vers la salle des serveurs, Laurent rejoignit Julien dans son bureau. Le PDG de Neuratech était au téléphone, mais fit signe à Laurent d'entrer et de s'asseoir pendant qu'il terminait sa conversation. « Excellente nouvelle, » annonça Julien en raccrochant. Isabelle Durand vient de confirmer que son fonds doublera son investissement dans le programme Étoile Cachée, et elle a convaincu 2 autres fondations de se joindre à l'initiative. « C'est fantastique !» approuva Laurent, bien que son expression restât préoccupée. Julien le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui te tracasse ? Un problème avec la présentation ?»« Non, c'est Philippe, » soupira Laurent. « Il vient de nous informer de prétendues anomalies dans le système principal. Son attitude envers Mathilde devient de plus en plus hostile. Je m'inquiète de l'ambiance au sein de l'équipe. » Julien se renversa dans son fauteuil, pensif. « J'ai remarqué aussi. Il s'oppose systématiquement à toutes nos initiatives liées au programme social. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, il a même suggéré que nous perdions de vue notre mission principale. Que pouvons-nous faire ? Philippe est un atout technique précieux et un des fondateurs historiques. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. »« Non, bien sûr que non, » admit Julien. « Je vais lui parler, essayer de comprendre ses préoccupations plus précisément. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis, une façon de le réimpliquer davantage dans le développement principal. » Laurent hocha la tête, bien que peu convaincu. « J'espère que ça fonctionnera. » En attendant, Sophie et Mathilde examinent ces supposées anomalies. Pendant ce temps, dans la salle des serveurs, Mathilde s'était plongée dans l'analyse des données du système. Ses doigts volaient sur le clavier, tandis qu'elle naviguait à travers des lignes de code et des visualisations complexes, avec une aisance qui impressionnait toujours Sophie. « C'est étrange, » murmura Mathilde après plusieurs minutes d'examen intensif. « Je ne vois pas d'anomalie dans le traitement des données financières. Le système fonctionne exactement comme prévu. » Sophie fronça les sourcils. « Tu es sûr ?» Philippe semblait convaincu qu'il y avait un problème. « Positive, » confirma Mathilde. « J'ai vérifié tous les modules, toutes les entrées et sorties. Tout est parfaitement stable. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Mais il y a quelque chose d'autre. Une série de requêtes non autorisées vers une adresse IP externe
Quelqu'un a tenté d'extraire des données du système. Une tentative de piratage ? Demanda Sophie, alarmée. Pas exactement, répondit lentement Mathilde, ses yeux parcourant rapidement les logs de sécurité. La requête venait de l'intérieur, du réseau d'un terminal autorisé, et elle utilisait des identifiants valides. Sophie se pencha pour mieux voir l'écran. « Tu peux identifier le terminal d'origine ?» Mathilde tapa quelques commandes, puis se figea. « C'est l'ordinateur. » De Philippe. Un silence lourd s'installa tandis que les implications de cette découverte se déployaient dans leurs esprits. « L'adresse IP externe ?» demanda finalement Sophie, sa voix trahissant son appréhension. « Peux-tu la tracer ?» Quelques manipulations supplémentaires, et le visage de Mathilde s'assombrit. « Elle appartient au réseau de Neurosphère, notre principal concurrent. » Sophie ferma brièvement les yeux, assimilant cette révélation choquante. Philippe tente de transmettre des données confidentielles à nos concurrents. Et il a inventé cette histoire d'anomalie pour, quoi, me distraire? Nous éloigner des systèmes pendant qu'il poursuivait son plan? Ou pour me discréditer, suggéra doucement Mathilde. S'il avait réussi à implanter un véritable dysfonctionnement dans le système, il aurait pu prétendre que c'était dû à mes modifications. Et si le problème avait été découvert lors de la présentation de jeudi, le programme tout entier aurait été compromis, compléta Sophie horrifiée. Nous devons en informer Julien immédiatement. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle des serveurs, Mathilde s'arrêta soudainement. « Attendez, il y a autre chose. » Ses doigts recommencèrent à danser sur le clavier. Ces requêtes, elles ne ciblaient pas seulement les données du système principal, elles visaient spécifiquement l'algorithme étoile cachée. « Quoi » s'exclama Sophie incrédule. « Pourquoi Philippe s'intéresserait-il particulièrement à ce projet ? Peut-être parce qu'il représente l'avenir de l'entreprise, suggéra Mathilde. Ou peut-être... » Elle s'interrompit, ses yeux s'écarquillant, tandis qu'elle découvrait quelque chose de nouveau. « Sophie, regarde ça. Le code source de l'algorithme a été modifié il y a 3 jours. » Sophie se pencha pour examiner ce que Mathilde lui montrait. « Qu'est-ce qui a été changé ?»« Une partie critique du module d'évaluation, » expliqua Mathilde, sa voix tremblant légèrement. « La modification est subtile, presque indétectable si on ne sait pas exactement quoi chercher. Mais elle aurait complètement faussé les résultats. Au lieu d'identifier les enfants à haut potentiel intellectuel, l'algorithme aurait sélectionné presque au hasard, rendant le programme entier inefficace. Et évidemment, cela se serait révélé lors des premiers tests publics après le lancement, réalisa Sophie horrifiée. Le programme aurait été discrédité, considéré comme un échec coûteux et embarrassant. Mathilde hocha gravement la tête. Et qui aurait-on blâmé ? La petite fille prodige dont l'algorithme ne fonctionnait pas, et l'entreprise qui avait détourné ses ressources pour un projet social plutôt que de se concentrer sur son cœur de métier. Sophie était stupéfaite par la profondeur de la trahison. Philippe ne cherchait pas seulement à voler notre technologie, il essayait délibérément de saboter le programme Étoile cachée, de te saboter, toi. Un éclair de détermination traversa le regard de Mathilde. « Pas cette fois, dit-elle fermement. J'ai passé ma vie à être ignorée, sous-estimée, invisible. Ce programme est trop important pour le laisser échouer à cause de l'ego blessé d'un homme. » Ses doigts volèrent à nouveau sur le clavier, restaurant rapidement les paramètres originaux de l'algorithme, tout en documentant méticuleusement les modifications non autorisées et leurs sources. « Nous avons toutes les preuves, » déclara-t-elle finalement. Les tentatives d'extraction de données vers Neurosphère, la modification malveillante de l'algorithme, tout. Sophie sortit son téléphone. « Je contacte Julien. Nous devons agir rapidement, avant que Philippe ne se rende compte que nous avons découvert son plan. » Alors qu'elle composait le numéro, Sophie observait Mathilde qui continuait à sécuriser les systèmes. L'enfant fragile qu'elle avait recueilli quelques mois plus tôt s'était transformé en une force tranquille, résolue à protéger non seulement son propre avenir, mais celui de tous les enfants comme elle. Dans le bureau de Julien, le téléphone sonna. La conversation qui s'ensuivrait déclencherait une cascade d'événements qui transformerait à jamais Neuratech et peut-être l'avenir de l'éducation en France. Le bureau de Julien Moreau était plongé dans un silence pesant. Autour de la table de conférence en verre, les visages graves reflétaient la gravité de la situation. Julien lui-même, d'ordinaire si dynamique et optimiste,
semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace d'une heure. À ses côtés, Laurent fixait l'écran où s'affichèrent les preuves irréfutables de la trahison de Philippe. Sophie et Mathilde, assises face à eux, attendaient une réaction. « Je n'arrive pas à y croire », murmura finalement Julien, passant une main lasse sur son visage. « Philippe et moi avons fondé cette entreprise ensemble. Nous avons traversé des moments difficiles, des nuits blanches, des refus d'investisseurs. Et maintenant, ça. » « Les preuves sont incontestables, » dit doucement Laurent. « Les log systèmes, les modifications de code, les communications avec Neurosphère, tout est documenté. »« Je sais, » soupira Julien. « C'est juste que... Pourquoi ? Nous commençons enfin à réussir. L'entreprise est stable financièrement, notre technologie est reconnue. Nous avons une vision pour l'avenir. » « Une vision qu'ils ne partagent manifestement pas, » intervint Sophie. « D'après ce que nous avons découvert, Philippe est en contact avec Neurosphère depuis plus de 2 mois. La première communication coïncide presque exactement avec l'annonce officielle du programme Étoile cachée. » Julien hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Il n'a jamais cru en ce programme. Lors de nos réunions privées, il argumentait constamment que nous nous éloignions de notre mission principale, que nous dispersions nos ressources. Mais de là à saboter délibérément l'algorithme, commença Laurent. Ce n'était pas seulement l'algorithme qu'il visait, intervint Mathilde, sa voix calme contrastant avec la tension ambiante. C'était moi. Tous les regards se tournèrent vers elle. Malgré son jeune âge, Mathilde analysait la situation avec une lucidité troublante. Philippe me voit comme une menace, poursuivit-elle. Mon arrivée a changé la dynamique de l'entreprise, les priorités, la vision de l'avenir. Et sur le plan technique, mes contributions ont éclipsé son travail de plusieurs années. Son ego ne pouvait pas le supporter. Un silence suivit cette déclaration, les adultes étant frappés par la justesse de cette analyse venant d'une enfant de 7 ans. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda finalement Sophie. « La présentation est dans moins de 48 heures. Tous les acteurs majeurs seront présents. Ministère, investisseurs, presse. Nous ne pouvons pas simplement faire comme si de rien n'était. » Julien se leva, retrouvant un peu de sa détermination habituelle. « Non, en effet, mais nous ne pouvons pas non plus laisser le sabotage de Philippe compromettre tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Il se tourna vers Mathilde. « Est-ce que l'algorithme est sécurisé ?» Maintenant, toutes les modifications malveillantes ont été annulées. Mathilde acquiesça. « Oui, j'ai restauré la version originale et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Personne ne peut plus y accéder sans laisser une trace numérique évidente. » « Bien, » approuva Julien. « Quant à Philippe, nous devons le confronter. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour envoyer un message clair. Ce genre de comportement est inacceptable. »« Il niera probablement, » fit remarquer Laurent. « Et légalement, la situation est complexe. Nous avons des preuves de ses communications avec Neurosphère, mais nous ne savons pas exactement ce qui a été partagé. »« Je pense qu'il faut le prendre par surprise, » suggéra Sophie. « Le convoquer maintenant, immédiatement, sans lui laisser le temps de préparer une défense ou de couvrir ses traces davantage. » Julien hocha la tête, décrochant son téléphone. « Simon, » dit-il au responsable de la sécurité, « pouvez-vous localiser Philippe Girard et lui demander de venir dans mon bureau immédiatement? C'est urgent. Et restez à proximité, s'il vous plaît. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Mathilde. « Tu n'as pas à rester pour cette confrontation. En fait, il serait peut-être préférable que tu n'y assistes pas. » Mathilde redressa les épaules, une détermination tranquille dans son regard. « Je préfère rester. C'est aussi mon travail qu'il a essayé de détruire. Et le programme que j'ai aidé à créer. Je ne me cacherai pas. » Sophie posa une main protectrice sur l'épaule de la petite fille. « Tu es sûre? Ça risque d'être difficile. »« J'ai connu pire, » répondit simplement Mathilde. Cette réponse, prononcée sans amertume, mais avec une maturité née de l'adversité, rappela à tous que derrière le génie mathématique se trouvait une enfant qui avait dû grandir trop vite, confrontée à des réalités que peu d'adultes auraient pu endurer. Le silence s'installa à nouveau, chacun préparant mentalement l'affrontement à venir. Quelques minutes plus tard, des coups fermes retentirent à la porte. Philippe Girard entra, son expression passant rapidement de la curiosité à la méfiance, en voyant les visages graves qui l'accueillaient. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-il.
son regard s'arrêtant brièvement sur Mathilde avant de se fixer sur Julien. « Assieds-toi, Philippe, » dit Julien d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. Philippe s'exécuta lentement, la tension dans la pièce devenant presque palpable. « De quoi s'agit-il ? J'étais en plein diagnostic du système. »« Non, tu ne l'étais pas, » l'interrompit Laurent. « Il n'y a aucune anomalie dans le système. Tu as inventé ce problème. » Philippe se raidit, mais son expression resta neutre. « Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai clairement identifié des instabilités dans le module financier ce matin. »« Arrête, » dit Julien, sa voix tranchante. « Nous savons tout, Philippe. Les communications avec Neurosphère, les tentatives d'extraction de données et le sabotage. » De l'algorithme étoile cachée, le visage de Philippe pâlit légèrement, mais il garda son calme. « C'est ridicule. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Ça est exactement ce que nous aimerions comprendre, » répondit Julien, faisant un signe à Laurent qui activa l'écran mural. Des logs système, des extraits de code modifiés et des enregistrements de communication s'affichèrent en succession rapide. Avec chaque nouvelle preuve, le masque d'innocence de Philippe se fissurait un peu plus. Ces données pourraient être falsifiées, tenta-t-il, mais son argument sonnait creux même à ses propres oreilles. « Par qui ?» demanda Sophie. « Et pourquoi ? Tout a été méticuleusement documenté, avec horodatage et identification. Ton empreinte numérique est partout, Philippe. » Un silence s'installa, Philippe semblant peser ses options. Finalement, son regard se durcit et se posa sur Mathilde. « Tout ça, c'est à cause d'elle, » dit-il, sa voix chargée d'amertume. « Cet enfant arrive de nulle part, et soudain, tout ce que j'ai bâti pendant des années est relégué au second plan. Mon travail, ma vision, mon influence, tout effacé par une gamine des rues. » Mathilde soutint son regard sans ciller, mais ne répondit pas à l'attaque. Ce fut Julien qui intervint. « Mathilde n'a rien fait d'autre qu'apporter ses compétences exceptionnelles à notre entreprise. Elle a amélioré notre technologie, créé de nouvelles opportunités, inspiré une vision qui pourrait transformer des vies. Et ta réponse à cela a été de trahir non seulement l'entreprise, mais aussi tes propres principes. » Philippe eut un rire sans joie. « Mes principes ? Mon principe fondamental était que nous construisions une entreprise technologique d'élite, pas une œuvre caritative. Tu as changé les règles du jeu, Julien. Tu as détourné nos ressources pour un projet social basé sur l'histoire larmoyante d'une enfant. Ce projet social, comme tu l'appelles, répliqua Laurent, a attiré plus d'investissements en 3 mois que notre technologie principale en 2 ans. Il ouvre des marchés entièrement nouveaux pour nous, sans parler de l'impact positif qu'il pourrait avoir sur des milliers d'enfants. Et c'est supposé me consoler, s'exclama Philippe. Pendant que vous vous extasiez tous devant les prouesses de cette fillette, mon travail, ma contribution à cette entreprise devient invisible. 15 ans de ma vie balayés en quelques semaines. Un silence lourd suivit cette explosion. Mathilde, qui était restée remarquablement calme jusqu'alors, prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Je comprends, » dit-elle, surprenant tout le monde. « Je comprends ce que c'est de se sentir invisible, de voir son travail et sa valeur ignorée. J'ai vécu cela toute ma vie. » Philippe la regarda momentanément déstabilisé par cette réponse inattendue. « Mais ce que vous avez fait, » poursuivit Mathilde, « n'était pas seulement dirigé contre moi ou contre l'entreprise. C'était contre tous ces enfants qui, comme moi, n'ont jamais eu de chance, qui sont ignorés par le système. Des enfants qui pourraient apporter tellement s'ils étaient seulement vus et valorisés. » Sa simplicité, sa sincérité contrastaient fortement avec l'amertume de Philippe. Pendant un bref instant, quelque chose sembla vaciller dans le regard du directeur technique, peut-être une lueur de honte, ou la reconnaissance tardive de l'injustice de ses actions. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-il finalement à Julien, sa voix ayant perdu son tranchant combatif. « Me dénoncer à la police ? Me traîner en justice ?» Julien échangea un regard avec Laurent et Sophie avant de répondre. « Nous n'avons pas encore décidé. La trahison est grave, Philippe. Tu as non seulement tenté de saboter un projet crucial, mais tu as aussi communiqué des informations confidentielles à nos concurrents. Légalement, les conséquences pourraient être sévères. » Philippe baissa les yeux, la réalité de sa situation semblant enfin le frapper de plein fouet. « Cependant, » continua Julien, « étant donné notre histoire commune et ta contribution passée à l'entreprise, nous sommes prêts à discuter d'une résolution qui éviterait un scandale public à certaines conditions. » « Quelles conditions ?»
demanda Philippe, une lueur d'espoir traversant son visage. Premièrement, une démission immédiate et discrète. Deuxièmement, un accord de non-divulgation et de non-concurrence stricte avec des pénalités financières substantielles en 7 à 5 cas de violation. Troisièmement, une déclaration écrite détaillant tes actions qui restera scellée tant que tu respectes les autres conditions. Philippe semblait assimiler ces termes, pesant visiblement ses options limitées. « Et si je refuse, alors nous n'aurons pas d'autre choix que de porter l'affaire devant les autorités, » répondit Julien avec regret. « Tentative de sabotage industriel, divulgation d'informations confidentielles, peut-être même des accusations liées à la mise en danger de mineurs, étant donné que ton sabotage visait un programme destiné aux enfants vulnérables. Les conséquences, serait-ce bien plus grave qu'une simple démission discrète? » Le bureau retomba dans le silence, tandis que Philippe contemplait son avenir. Finalement, il hocha la tête, vaincu. « J'accepte vos conditions, dit-il doucement. Je présenterai ma démission aujourd'hui même. »« Simon t'accompagnera pour récupérer tes affaires personnelles, » précisa Julien. « Ton accès à tous les systèmes a déjà été révoqué. » Philippe se leva lentement, son arrogance habituelle remplacée par une résignation amère. À la porte, il s'arrêta et se retourna, son regard se posant une dernière fois sur Mathilde. « Tu es exceptionnelle, je te l'accorde, » dit-il sans hostilité cette fois. « J'espère que tu réalises la chance que tu as eue. D'autres enfants comme toi ne rencontreront jamais leur Julien Moreau ou leur Sophie Dumas. »« C'est exactement pour ça que le programme est si important, » répondit doucement Mathilde. « Pour que la chance ne soit plus le seul facteur. » Philippe hocha légèrement la tête, puis quitta la pièce, escorté par Simon qui attendait dans le couloir. Un silence contemplatif s'installa après son départ. La confrontation avait été éprouvante, mais nécessaire. Neuratech pouvait maintenant avancer sans la menace interne qui planait sur son avenir. « Tu vas bien ?» demanda Sophie à Mathilde, inquiète de l'impact émotionnel que cette scène aurait pu avoir sur elle. La petite fille hocha la tête. « Oui, c'est triste, mais je comprends pourquoi il a fait ça. La peur de devenir invisible peut pousser les gens à des actes désespérés. Cette perspicacité, cette capacité à empathiser même avec quelqu'un qui avait tenté de lui nuire, témoignait une fois de plus de la profondeur extraordinaire de Mathilde. « Maintenant, » dit Julien, reprenant le fil de leurs préoccupations initiales, « nous devons nous concentrer sur la présentation de jeudi. Notre priorité est de nous assurer que l'algorithme fonctionne parfaitement et que le programme soit présenté sous son meilleur jour. »« Tout est prêt, » assura Mathilde. « J'ai vérifié chaque ligne de code. Le système fonctionne exactement comme prévu. »« Excellent, » approuva Julien. « Dans ce cas, je suggère que nous finalisions nos présentations respectives. Laurent, peux-tu coordonner avec l'équipe technique pour les démonstrations en direct? Sophie, tu t'occuperas de la partie sociale et éducative, et Mathilde... » Il s'interrompit, observant attentivement la petite fille. « Es-tu toujours d'accord pour parler? Après ce qui vient de se passer, personne ne te blâmerait si tu préférais rester en retrait. » Mathilde réfléchit un moment avant de répondre. « Je veux le faire, » dit-elle finalement. « Pas seulement pour moi, mais pour tous ces enfants qui n'ont pas encore été trouvés. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un comme eux peut être entendu. » Julien sourit, profondément touché par sa détermination. « Dans ce cas, travaillons ensemble sur ton discours. Ce sera l'élément le plus puissant de notre présentation. » Les heures qui suivirent furent de consacrer à la préparation intensive de l'événement qui pourrait transformer non seulement l'avenir de Neuratech, mais aussi celui de nombreux enfants exceptionnels à travers la France. Ce soir-là, alors, que Sophie et Mathilde rentraient à leur appartement, un sentiment de calme détermination avait remplacé la tension de la journée. Le sabotage avait été déjoué, la menace neutralisée. Désormais, ils pouvaient se concentrer pleinement sur ce qui comptait vraiment, donner vie au programme Étoile cachée. Dans sa chambre, avant de s'endormir, Mathilde jeta un dernier regard aux étoiles visibles par sa fenêtre. Elle pensa à tous ses enfants, perdus dans l'obscurité comme elle l'avait été, attendant que quelqu'un reconnaisse leur lumière. Bientôt, grâce à l'algorithme qu'elle avait créé, ces étoiles cachées brilleraient enfin. Le jour de Saint-Saint-Isinger, la présentation approchait, et avec lui l'aube d'une nouvelle ère pour ces enfants invisibles qui, comme Mathilde,
n'attendaient qu'une chance de montrer leur valeur au monde. L'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris bourdonnait d'une énergie palpable. Les rangées de sièges étaient occupées par un mélange éclectique de personnalités. Ministres et hauts fonctionnaires en costumes sombres, investisseurs aux regards analytiques, journalistes au stylo prêt, enseignants et travailleurs, sociaux venus par curiosité professionnelle. Sur l'estrade, derrière le rideau encore fermé, Mathilde ajustait nerveusement sa robe bleu marine. « Comment te sens-tu » demanda Sophie, s'accroupissant pour être à son niveau. Mathilde prit une profonde inspiration. Nerveuse mais prête. « Tu vas les éblouir » sourit Sophie, arrangeant une mèche rebelle dans les cheveux soigneusement coiffés de la petite fille. « Souviens-toi, tu n'as pas besoin de leur dire tout ce que tu sais, juste ce qui compte vraiment. » Mathilde hocha la tête. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon d'activités. Finalisation de l'algorithme, préparation de la présentation, entretien préliminaire avec certains partenaires clés. L'équipe entière de Neuratech avait travaillé jour et nuit pour s'assurer que le programme Étoile cachée soit présenté sous son meilleur jour. 5 minutes, annonça un technicien en passant à côté d'eux. Julien et Laurent s'approchèrent, tous deux élégamment vêtus pour l'occasion. Depuis la confrontation avec Philippe et son départ discret de l'entreprise, une nouvelle dynamique s'était installée dans l'équipe, plus cohésive, plus alignée sur une vision commune. « Tout est prêt pour la démonstration en direct », confirma Laurent. « Les écoles pilotes sont connectées. Les données préliminaires sont chargées dans le système. » Julien acquiesça, puis posa une main sur l'épaule de Mathilde. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier ? Que ce n'est pas seulement une présentation technique, » récita-t-elle. « C'est une histoire, mon histoire et celle de tous les enfants comme moi. »« Exactement, » sourit Julien. « Et c'est cette histoire qui va toucher les cœurs aujourd'hui, bien plus que les algorithmes et les statistiques. » Un assistant les informa que la présentation allait commencer. Ils prirent leur position, Julien au centre, prêt à accueillir l'audience, Sophie et Laurent à ses côtés, et Mathilde légèrement en retrait, attendant son moment. Les lumières s'atténuèrent dans la salle, et le rideau s'ouvrit sur un écran géant affichant le logo élégant du programme, une constellation d'étoiles formant un visage d'enfant avec la mention « Étoile cachée », en typographie élégante. « Mesdames et messieurs », commença Julien, sa voix résonnant dans l'auditorium parfaitement silencieux, « nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter non pas une simple avancée technologique, mais une vision transformative de notre approche collective envers le potentiel humain. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Imaginez un instant que parmi les enfants que nous croisons chaque jour, dans nos rues, nos écoles, nos quartiers défavorisés, se cachent des esprits d'une capacité extraordinaire, des enfants capables de résoudre des problèmes qui déconcertent nos meilleurs experts, de concevoir des solutions à des défis que nous considérons insurmontables, d'imaginer des futurs que nous n'osons pas encore envisager. Imaginez que ces enfants restent invisibles, non pas par choix, mais parce que notre société n'a pas les outils pour les reconnaître. » L'audience était captivée, et Julien enchaîna en présentant brièvement les défis du système éducatif, traditionnels face aux talents atypiques, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. Puis il céda la parole à Laurent pour la présentation technique du programme. Avec précision et clarté, Laurent expliqua le fonctionnement de l'algorithme d'identification, les méthodes d'analyse multidimensionnelle qui permettaient de détecter des schémas cognitifs exceptionnels, même lorsqu'ils ne se manifestaient pas dans les performances académiques classiques. Il présenta les résultats des simulations effectuées sur des données anonymisées d'élèves des zones d'éducation prioritaires, montrant comment le système avait identifié des profils de haute potentialité qui étaient passés complètement inaperçus dans les évaluations traditionnelles. Sophie prit ensuite le relais pour présenter le volet social et éducatif du programme. Elle détailla les parcours personnalisés qui seraient proposés aux enfants identifiés, alliant stimulation intellectuelle et soutien émotionnel, développement académique et intégration sociale. Ce programme n'est pas conçu pour créer une élite séparée, souligna-t-elle, mais pour permettre à ces talents exceptionnels de s'épanouir tout en restant ancrés dans leur communauté. L'objectif n'est pas seulement de cultiver des génies, mais de former des êtres humains complets, capables de mettre
leurs dons extraordinaires au service d'un bien commun. Puis vint le moment que toute l'équipe attendait. Sophie se tourna vers Mathilde avec un sourire encourageant. « Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial, la personne qui a non seulement inspiré ce programme, mais qui en a conçu le cœur technologique. Mesdames et messieurs, voici Mathilde Lefebvre. » Un murmure de surprise parcourut l'assistance lorsque Mathilde s'avança, si petite face à l'immensité de la scène, mais avec une présence qui imposait immédiatement le respect. Elle s'arrêta devant le microphone, ses yeux bleus balayant la salle, avant de se poser sur le texte qu'elle avait préparé. Puis, dans un geste qui surprit même Sophie et Laurent, elle rangea ses notes et commença à parler directement, avec une simplicité désarmante. « Il y a 6 mois, dit-elle, sa voix claire portant sans effort jusqu'au fond de la salle. Je dormais sous un pont de la Seine. J'avais faim, j'avais froid et surtout j'étais invisible. Pas réellement invisible, bien sûr. Les gens me voyaient, mais ils ne me regardaient pas vraiment. Ils voyaient une enfant des rues, peut-être un problème social, mais pas une personne avec un esprit, des idées, des capacités. » Elle marqua une pause, permettant à ces mots de résonner dans la salle maintenant parfaitement silencieuse. Chaque jour, j'allais à la bibliothèque. C'était mon refuge, l'endroit où je pouvais apprendre, comprendre le monde à travers les livres et les ordinateurs. J'apprenais les mathématiques avancées, la programmation, les algorithmes, non pas parce que quelqu'un me l'enseignait, mais parce que ces sujets me parlaient naturellement, comme une langue maternelle que je n'avais pas besoin d'étudier, pour comprendre. Elle raconta alors avec une candeur touchante comment elle s'était introduite dans les bureaux de Neuratech, attirée par la nourriture mais captivée par le problème mathématique qu'elle avait découvert. Comment elle avait résolu presque par jeu un défi qui avait tenu en échec une équipe entière d'experts. Comment sa vie avait basculé quand Laurent et Sophie l'avaient retrouvée et lui avaient proposé non pas la pitié, mais le respect et la reconnaissance de son talent. Ce que j'ai vécu est à la fois exceptionnel et tragiquement banal, poursuivit-elle, sa voix gagnant en assurance. Exceptionnel parce que peu d'enfants dans ma situation ont la chance d'être découverts et valorisés comme je l'ai été. Banal parce que je ne suis pas un cas isolé. Pour chaque Mathilde qui trouve sa place, combien d'autres enfants extraordinaires restent dans l'ombre, leurs dons gaspillés, leur voix jamais entendue? Un silence pesant accueillit cette question rhétorique, de nombreux spectateurs visiblement émus par le récit de cet enfant qui parlait avec la sagesse et l'éloquence d'une adulte. Le programme Étoile cachée n'est pas seulement un algorithme sophistiqué ou une initiative éducative, expliqua Mathilde. C'est une reconnaissance que le génie humain ne se manifeste pas uniquement dans les environnements privilégiés ou selon des schémas prévisibles. C'est un engagement à chercher activement ces talents cachés, à leur donner les moyens de s'épanouir, à transformer non seulement leur vie mais aussi notre avenir collectif. Elle s'approcha d'une console tactile et activa la démonstration en direct. Sur l'écran géant apparurent des visualisations de données complexes, représentation anonymisée de profils d'élèves de 5 écoles pilotes situées dans des quartiers défavorisés de différentes régions françaises. « Ce que vous voyez ici, expliqua-t-elle, manipulant les graphiques avec une aisance impressionnante, ce sont les premiers résultats de notre système. Ces points lumineux représentent des enfants dont les capacités cognitives sont exceptionnelles, bien que souvent invisibles dans les évaluations traditionnelles. » Elle zooma sur plusieurs cas spécifiques, expliquant comment l'algorithme avait identifié des schémas de pensée originaux, des aptitudes de résolution de problèmes remarquables, des capacités créatives hors normes, tout cela chez des enfants qui, pour la plupart, n'étaient pas considérés comme particulièrement doués par le système scolaire classique. Parmi ces centaines d'élèves analysés, poursuivit-elle, nous avons déjà identifié 23 profils hautement exceptionnels. Des enfants qui, comme moi, voient le monde différemment, qui comprennent instinctivement des concepts que d'autres trouvent impénétrables. Des enfants qui pourraient, avec le bon soutien, transformer nos sciences, nos arts, notre technologie, notre société tout entière. Elle fit une pause, son regard parcourant la salle, avec une intensité qui captivait l'audience. « Je ne suis pas unique. Je ne suis que la première étoile visible d'une constellation entière qui attend d'être découverte. Et aujourd'hui, nous vous présentons l'outil qui nous permettra enfin de voir ces lumières cachées. » Les applaudissements éclatèrent spontanément,
d'abord hésitant puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir une véritable ovation debout. Des ministres aux journalistes, des investisseurs aux enseignants, tous étaient visiblement touchés par la présentation de cette enfant prodigieuse qui plaidait non pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, n'avaient jamais eu voix au chapitre. Julien rejoignit Mathilde sur scène, posant une main protectrice sur son épaule, tandis qu'il reprenait le micro pour la séance de questions. Les interrogations fusèrent. Détails techniques sur l'algorithme. Questions sur le financement du programme. Inquiétudes concernant les aspects éthiques de l'identification précoce des talents. À chaque question, l'équipe répondait avec assurance, Mathilde intervenant souvent pour apporter des précisions sur les aspects algorithmiques ou pour partager sa perspective unique d'enfant ayant vécu l'expérience de l'invisibilité sociale. La ministre de l'Éducation nationale, visiblement impressionnée, prit la parole pour annoncer que son ministère s'engageait officiellement à soutenir le déploiement du programme dans 50 écoles supplémentaires dès la prochaine rentrée scolaire. Les représentants de la Commission européenne présents dans la salle évoquèrent la possibilité d'étendre l'initiative à d'autres pays membres, créant potentiellement un réseau européen de détection et de soutien aux jeunes talents exceptionnel. Isabelle Durand, l'investisseuse qui avait été la première à croire au potentiel du programme, annonça la création d'un fonds spécifique de 10 millions d'euros pour soutenir le développement d'initiatives similaires dans d'autres domaines, art, sport, entrepreneuriat social, utilisant la même approche innovante de détection des talents atypiques. Alors que la séance de questions touchait à sa fin, un jeune journaliste leva la main. « Mathilde, demanda-t-il, tu as maintenant tout ce dont tu pouvais rêver. Un foyer, une éducation, la reconnaissance. Qu'espères-tu accomplir dans le futur ?» La petite fille réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne pense pas avoir tout ce dont je pouvais rêver, » dit-elle finalement. « Parce que mon rêve n'a jamais été simplement d'améliorer ma propre situation. Mon rêve est de créer un monde où aucun enfant n'a à vivre ce que j'ai vécu, où chaque talent est reconnu quelle que soit son origine, où le potentiel humain n'est jamais gaspillé simplement parce que nous n'avons pas su regarder au bon endroit. » Elle sourit, un sourire qui illumina son visage tout entier. « Ce que j'espère accomplir, c'est de rendre visible l'invisible. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement avec ce programme, mais chaque jour, dans tout ce que je ferai. » Cette réponse, dans sa simplicité et sa profondeur, résumait parfaitement l'esprit du programme Étoile cachée. Les applaudissements reprirent, plus chaleureux encore qu'auparavant. La présentation officielle terminée, l'équipe fut rapidement entourée de journalistes, d'officiels et d'investisseurs potentiels, tous désireux d'en savoir plus, d'explorer des collaborations, de participer à cette révolution éducative naissante. Dans ce tourbillon d'enthousiasme, Sophie s'arrangea pour créer un moment de calme pour Mathilde, l'emmenant dans une petite salle adjacente pour qu'elle puisse se reposer un peu. « Tu as été extraordinaire, » dit-elle, s'asseyant à côté de la petite fille qui semblait soudain épuisée par l'intensité de l'événement. « Comment te sens-tu » Mathilde réfléchit un moment. Étrange, heureuse mais aussi un peu triste. « Triste » s'étonna Sophie. « Pourquoi ? Tout s'est passé merveilleusement bien. »« Je pense à tous ces enfants, » expliqua Mathilde. « Ceux que nous n'avons pas encore trouvés. Ceux qui sont toujours là-bas, seuls, invisibles. Nous avons encore tellement à faire. » Sophie sourit, touchée une fois de plus par la profondeur de cet enfant qui, malgré sa jeunesse, comprenait si bien les enjeux réels de leur mission. « Oui, nous avons encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant. Et demain, nous en ferons un autre. » Elles furent interrompues par l'arrivée de Julien et Laurent, suivis d'une femme élégante, que Sophie reconnut comme étant la directrice d'une prestigieuse fondation internationale pour l'éducation. « Désolé de vous déranger, » dit Julien, « mais Madame Chevalier tenait absolument à rencontrer Mathilde personnellement. » La femme s'avança, s'accroupissant pour être au niveau de la petite fille. « Mathilde, » dit-elle, avec un accent légèrement américain, « je dirige la fondation Horizon et nous sommes spécialisés dans le soutien aux programmes éducatifs innovants à travers le monde. Ce que tu as présenté aujourd'hui, c'est exactement le type d'initiative que nous cherchons à soutenir, pas seulement financièrement, mais avec toutes nos ressources et nos réseaux internationaux. » Les yeux de Mathilde s'élargirent. « Vous voulez dire dans d'autres pays aussi ?»
Exactement, confirma Madame Chevalier. Nous pensons que votre programme Étoile cachée a le potentiel de transformer l'approche éducative à l'échelle mondiale. Des enfants comme toi existent partout, dans les bidonvilles de Mumbai, les favelas de Rio, les quartiers défavorisés de Détroit ou les zones rurales isolées d'Afrique. Et chacun d'eux mérite la même chance que tu as eue. Cette perspective semblait à la fois exalter et submerger Mathilde. L'idée que son algorithme, né de sa propre expérience d'exclusion, puisse traverser les frontières pour aider des enfants qu'elle ne rencontrerait jamais, était presque trop vaste pour être pleinement assimilée. J'aimerais beaucoup ça, dit-elle finalement, sa voix reflétant un mélange d'émerveillement et de détermination. Les heures suivantes furent consacrées à des discussions préliminaires sur cette expansion internationale, puis à une réception, où Mathilde, malgré sa timidité naturelle, répondit patiemment aux questions et accepta les félicitations avec une grâce qui impressionnait tous ceux qui l'approchaient. Ce soir-là, épuisée mais profondément satisfaite, Mathilde rentra avec Sophie à leur appartement, devenu un véritable foyer au fil des mois. Assise sur le balcon sous le ciel étoilé de Paris, elle réfléchissait à l'incroyable voyage qui avait été le sien, de la solitude des rues à cette journée triomphale, du désespoir à l'espoir renouvelé, de l'invisibilité à la reconnaissance. « À quoi penses-tu » demanda Sophie, la rejoignant avec 2 tasses de chocolat chaud. Mathilde accepta sa tasse avec un sourire. « Je pense à la première nuit où je suis entré dans les bureaux de Neuratech. Comment un simple problème mathématique a changé toute ma vie. Et maintenant, tu changes la vie des autres, observa doucement Sophie. C'est remarquable ce cercle vertueux que tu as créé. » Elles restèrent silencieuses un moment, savourant le calme de la nuit après l'effervescence de la journée. « Sophie, dit finalement Mathilde, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres enfants comme moi qui vont résoudre des problèmes ce soir quelque part, des problèmes que personne d'autre ne peut résoudre ?» Sophie sourit. « J'en suis certaine. Et grâce à toi, nous commençons enfin à savoir comment les trouver. » Dans les mois et les années qui suivirent, le programme Étoile cachée tint toutes ses promesses. Déployé d'abord en France, puis progressivement dans d'autres pays européens, il s'étendit finalement à l'échelle mondiale grâce au soutien de la Fondation Horizon et d'autres partenaires internationaux. Des centaines, puis des milliers, d'enfants exceptionnels furent identifiés, des mathématiciens prodiges comme Mathilde, mais aussi de jeunes génies en musique, en art visuel, en résolution créative de problèmes, en innovation technologique. Des enfants qui, sans ce programme, seraient probablement restés dans l'ombre, leurs dons extraordinaires jamais reconnus ni cultivés. Mathilde, tout en poursuivant sa propre éducation à un rythme accéléré, devint le visage et le cœur de cette révolution éducative. Elle participait régulièrement à l'amélioration de l'algorithme, intégrant de nouvelles dimensions d'analyse à mesure que le programme s'étendait à différentes cultures et contextes. Elle rencontrait personnellement de nombreux enfants identifiés par le système, créant avec eux des liens uniques, basés sur une expérience partagée d'être différents. À l'âge de 12 ans, elle fut invitée à prononcer un discours aux Nations Unies sur l'importance de détecter et cultiver les talents exceptionnels parmi les populations vulnérables. À 14 ans, elle publia un livre, Les Étoiles Invisibles, qui devint un best-seller international et inspira de nombreuses initiatives éducatives à travers le monde. Neuratech, sous la direction visionnaire de Julien Moreau, continua à prospérer, son système d'IA principal devenant une référence dans l'industrie. Mais c'était le programme Étoile cachée, désormais une fondation indépendante co-dirigée par Sophie Dumas, qui constituait son héritage le plus précieux. Un soir d'été, alors que Mathilde, maintenant adolescente, préparait son discours, pour la cérémonie d'ouverture du 100e centre Étoile cachée à Marseille, Sophie entra dans sa chambre avec une enveloppe. « Ça vient d'arriver, » dit-elle, les yeux brillants d'émotion. « Je pense que tu voudras la lire tout de suite. » Intriguée, Mathilde ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre simple, écrite à la main par un garçon de 8 ans prénommé Théo, l'un des premiers enfants identifiés par le programme dans un petit village isolé du Massif central. « Chère Mathilde, lisait-on, avant que le programme trouve moi, je pensais que j'étais seul dans ma tête bizarre. Les autres enfants riaient quand je parlais de nombres qui dansent, et de motifs partout. Maintenant je sais que je ne suis pas seul.
Il y a d'autres comme moi. Tu es comme moi. Merci de m'avoir trouvé. Un jour, je veux trouver d'autres enfants comme nous aussi. Théo. Les yeux de Mathilde se remplirent de larmes. Cette simple lettre, avec sa grammaire imparfaite et sa sincérité brute, résumait tout ce pourquoi elle avait travaillé, faire en sorte qu'aucun enfant exceptionnel ne se sente plus jamais seul ou invisible. « C'est pour ça que nous faisons tout ça », murmura-t-elle, serrant la lettre contre son cœur. « Pour les Théo. Du monde entier, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Sophie s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Ensemble, elles regardèrent par la fenêtre le ciel parisien où les premières étoiles commençaient à apparaître, brillantes, visibles et infiniment précieuses. Ce qui avait commencé par la découverte d'une seule étoile cachée était devenu une constellation entière, illuminant non seulement la vie de ces enfants exceptionnels, mais aussi l'avenir d'une société qui apprenait enfin à valoriser tous ses talents, quelle que soit leur origine. Et quelque part dans les rues de Paris, peut-être à cet instant même, un autre enfant invisible levait les yeux vers ces mêmes étoiles, attendant d'être découvert.